ministre, merci de nous accueillir au ministère de la Santé pour nous parler d'avenir du système de santé que vous portez à travers le plan de transformation que nous a présenté le président de la République le 18 septembre. Alors, quelles sont pour demain les plus grandes implications qui auront un impact sur la médecine libérale, sur la médecine spécialisée dans son ensemble? Quelle est votre vision? Alors, ce plan, il est parti d'un constat en fait largement partagé par les acteurs, qui est d'un cloisonnement très fort entre l'hôpital et la ville, entre spécialistes et généralistes, entre médecins et autres professions de santé, entre public et privé, voilà, trop de cloisonnement, avec des parcours de soins compliqués pour les malades et de très grandes difficultés d'accéder aux soins sur beaucoup de territoires. Ça m'a donc conduit à imaginer une structuration un peu plus rationnelle de la médecine de proximité, qui décloisonnerait les secteurs entre la ville et l'hôpital, entre la médecine libérale et les professionnels hospitaliers. Et puis ça m'a conduit également à repenser les missions de l'hôpital, peut-être pour recentrer l'hôpital sur sa forte valeur ajoutée et éviter aujourd'hui cette dispersion des disciplines dans tous les hôpitaux avec des difficultés de recrutement majeures. Et donc je vais proposer, parallèlement à cette structuration de la médecine de proximité, une gradation des soins. Alors là-dedans, évidemment, les spécialistes sont traités au même titre que tous les autres. En réalité, ils sont indispensables à la pratique médicale et aux soins des malades. Donc, dans l'organisation de proximité, où je vais demander aux communautés professionnelles territoriales de santé de s'organiser sur des territoires pour assurer à chacun médecin traitant, assurer un accès aux soins, accéder à des soins non programmés si nécessaire. Bien, ces communautés, elles comprennent évidemment des médecins, généralistes ou spécialistes, et d'autres professionnels de santé. Donc, les spécialistes sont dans les communautés professionnelles de territoire. Les difficultés d'accès aux soins, aujourd'hui, dans beaucoup de territoires qu'on appelle des déserts médicaux, elles sont vraies pour des généralistes, mais elles sont aussi vraies pour beaucoup de spécialités médicales. Et donc, je demande aux spécialistes de s'impliquer de la même façon pour améliorer l'accès aux soins. Alors, point de salut, si on n'appartient pas à une communauté professionnelle de territoire de santé, ces fameuses CPTS, ou y a-t-il d'autres modèles? Puisque aujourd'hui, c'est vrai que pour la médecine spécialisée, elle a été assez peu stimulée jusqu'à maintenant. On l'a mis plutôt de côté et probablement que vous êtes la première à en parler, avec le président de la République qui en a parlé le 18 septembre. Alors, est-ce que on n'accompagnera pas ces groupes de spécialistes s'ils n'intègrent pas ces fameuses CPTS? Alors, je ne suis jamais dans une politique très directive. Par contre, j'aime embarquer les gens avec moi. Et le raisonnement est le suivant. Aujourd'hui, l'exercice libéral très isolé, il n'est pas fréquent, parce que souvent les professionnels se sont organisés entre eux, en réalité, pour créer des filières de prise en charge. Souvent, les spécialistes ont leur médecin correspondant, ils ont leur service correspondant hospitalier, donc en réalité, ces organisations, elles existent. Mais il faut qu'on les fasse apparaître pour les malades. En réalité, toutes ces organisations que nous connaissons, nous, professionnels sur le terrain, quand on est un patient, on ne voit pas forcément quel circuit va prendre le parcours de soins. Donc, ce que je souhaite aujourd'hui via les CPTS, c'est faire apparaître pour le grand public le fait qu'ils sont suivis par une communauté de professionnels, qu'ils soient médecins ou autres professionnels de santé, kinés, orthophonistes ou infirmières, par exemple, ou sages-femmes, mais aussi qu'ils soient spécialistes ou généralistes. Et donc je vais demander quelque part à cette structuration du collectif d'être plus visible, plus accessible pour les malades, pour qu'en fait, cette transformation du système de santé, elle remette vraiment le patient au cœur du système, qu'il
connaisse quel est son parcours quand il a par exemple une maladie chronique, qu'il est diabétique, qu'il sache qu'il a une communauté de professionnels autour de lui, un endocrino, un médecin généraliste, un ophtalmo, un cardiologue, mais aussi une diététicienne et peut-être une infirmière pour le pied diabétique. Et ça, il faut le structurer. C'est ce qu'on appelle l'exercice coordonné. Il peut être en réseau, il peut être dans une maison de santé, il peut être dans un centre de santé. Moi, quelle que soit la forme, ce que je veux, c'est que les malades se sentent accompagnés dans leur parcours. Et c'est en cela, quelque part, que je dis que l'exercice isolé ne pourra plus être la règle telle qu'il est aujourd'hui. En tous les cas, j'aimerais que chaque professionnel s'inscrive dans un réseau, une forme d'organisation qui permette aux malades d'être mieux repérés. Depuis que vous êtes arrivé ici, vous avez porté deux choses, la qualité et la pertinence. Et au travers des grands chantiers que vous avez présentés, c'est un des chantiers. Alors, comment sur le terrain, on va porter cette qualité et cette pertinence des prises en charge? Alors, d'abord, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur de par mon parcours professionnel. J'ai vu trop de pertes de chance, en réalité, peut-être comme hématologue, cancérologue, et puis dans les agences que j'ai dirigées, j'ai vu trop de diversité de pratiques. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a considéré la médecine comme un art, et on a laissé quelque part une certaine créativité aux médecins. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de prises en charge qui doivent répondre à des objectifs ou en tous les cas à des critères scientifiques qui permettent aux malades de ne pas avoir de perte de chance. Ça m'est insupportable en fait, de savoir que selon l'endroit où on va être traité, selon la personne que l'on va rencontrer, on va avoir des pratiques trop différentes, avec possiblement des pratiques non conventionnelles ou insuffisamment aux normes de ce que doit être la médecine moderne. Par contre, ce qui est clair pour moi, c'est que la pertinence et la qualité, elle ne peut être définie que par les médecins eux-mêmes. Ça n'est pas la ministre, même si je suis médecin, mais l'administration qui peut dire ce qui est pertinent et ce qui n'est pas. C'est profondément médical. Et d'ailleurs, c'est dans la déontologie des médecins que d'assurer à son patient le meilleur soin par rapport aux connaissances actualisées. Donc, pour moi, c'est un enjeu de déontologie en réalité, dont doivent s'emparer les médecins. Ça permettra peut-être d'améliorer globalement la qualité des pratiques, d'éviter à certains malades de ne pas avoir les mêmes chances que leurs voisins parce qu'ils ne vont pas être adressés à la bonne personne. Et puis, je pense que ça permettra parfois de faire des économies à la sécurité sociale. J'ai besoin de dégager des marges de manœuvre pour financer en fait l'innovation qui arrive, financer les organisations, financer même les médecins, les CPTS. Et donc ces marges-là, c'est tous les doublons, toutes les pratiques non conformes qui parfois aboutissent à beaucoup d'actes inutiles. Et cela, pour cela, j'ai besoin des spécialistes que vous êtes, par exemple, pour définir ce qu'est une bonne pratique, ce qu'est un acte pertinent. C'est pas moi qui le définirai, mais une fois que vous vous serez mis d'accord, j'aimerais que tout le monde s'engage vers la réalisation d'une médecine pertinente. Je pense que c'est l'objectif de tout médecin, et particulièrement des spécialistes, puisqu'aujourd'hui nous portons l'expertise. Et donc cette expertise amène nécessairement à la pertinence et à la performance. Mais j'aime pas le mot performance, Monsieur Gasser. C'est un... Performance, ça met tout de suite le sujet financier au même niveau que la qualité et la pertinence. Or, pour moi, l'enjeu, il est d'abord celui de la qualité. La pertinence peut faire des économies, elle peut aussi parfois coûter cher. Mais ça m'est égal. Quelque part, ce qui compte pour moi, c'est la bonne pratique. Alors, le troisième chantier, c'est aussi le financement. Il va bien falloir financer tout ça. Comment fait-on? Comment, demain, financer un peu plus l'expertise et dire aux médecins, faites donc ce pourquoi vous avez été formés,
peut-être qu'il y a des choses que les médecins ne doivent plus faire, et peut-être aller plus vers la délégation de tâches ou le travail aidé. Comment financer? Par quels moyens? Alors qu'aujourd'hui, l'augmentation de l'ONDAM est quand même peut-être un peu faible pour financer tout ça, même si, bien entendu, je vous l'accorde, il y a une augmentation. Mais cette augmentation, beaucoup disent, elle est trop faible. Bon, d'abord, c'est une augmentation pour cette année au-delà donc, de ce qui était prévu de 400 millions d'euros, mais au total, l'ONDAM, ça va être, celui que nous avons voté, ça va être 5 milliards de plus injectés dans la prise en charge. 5 milliards de plus injectés dans l'assurance maladie. Pour moi, il va y avoir une montée en charge progressive de la réforme, donc tout ne va pas se faire en 2019. Et donc, un ONDAM augmenté de 400 millions d'euros va en fait se poursuivre, augmenter de 400 millions d'euros dans les années qui viennent, puisqu'à chaque fois on va augmenter les budgets alloués à l'assurance maladie, et donc on va garder ces 400 millions en base. Donc en réalité, nous avons quand même gagné, grâce à cet ONDAM à 2,5%, nous avons gagné au total 1,6 milliard sur l'ensemble des 4 ans à venir. Ça n'est pas négligeable. 1,6 milliard en plus pour la santé dans les 4 ans à venir par rapport à la trajectoire qui était initialement prévue, ça n'est pas rien. Et donc pour moi, ce budget, il est évidemment fait pour accompagner ces transformations. Je veux bien financer la bonne médecine. En réalité, je pense qu'aujourd'hui, la tarification à l'activité dans les hôpitaux ou la tarification à l'acte dans les pratiques médicales, qu'elles soient spécialistes ou généralistes, mais aussi des autres professionnels, je pense aux infirmières, aux kinés, aboutit à ce qu'on ne coopère pas. Ça ne facilite pas les coopérations. D'abord parce que le temps de la coopération, c'est un temps qui est long. Ça veut dire prendre des contacts, expliquer, organiser ce qui peut être délégué à d'autres. Et ça n'est pas valorisé. Et puis, si on coopère et qu'on délègue un certain nombre de suivis à d'autres professionnels, dans une rémunération à l'acte, on est perdant. Donc, je veux diversifier les modes de rémunération. Mon objectif, c'est vraiment pas du tout un objectif économique, mais c'est un objectif qui sert à accompagner la transformation des mentalités. Et donc cette diversification des rémunérations, je souhaite qu'elle favorise les bonnes pratiques professionnelles, c'est-à-dire les coopérations entre les professionnels autour des malades chroniques. On sait très bien qu'un certain nombre de malades chroniques peuvent être suivis par des infirmières à domicile. Je donne un exemple, c'est peut-être pas le bon, mais l'insuffisance cardiaque, prendre le poids d'un malade régulièrement, aller vérifier sa saturation, il n'y a pas forcément besoin d'être vu par un médecin. Un diabétique de la même façon, et donc tout ça, ça s'organise, mais ça se finance. Et donc il va y avoir des financements au parcours, des financements forfaitaires. On peut imaginer que les CPTS aient des financements également populationnels, c'est-à-dire que s'ils s'engagent à prendre en charge les patients d'un territoire, il faut valoriser cela. S'ils s'engagent à mettre en place une permanence des soins ou une offre de soins non programmés dans la journée, accessible à tous, il faut financer cela aussi. Donc, tout ce surplus financier que j'ai obtenu via un ONDAM augmenté, il va me permettre d'accompagner la transformation des pratiques sur le terrain, d'accompagner les professionnels qui vont faire de la bonne médecine. Quatrième volet, la formation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la disparition des ECN, la disparition du numerus clausus, on arrive à ça. Comment faut-il pour aller au-delà et permettre d'avoir accès et de diversifier, comme vous l'avez dit, l'exercice? Alors, il est clair qu'aujourd'hui, la formation n'incite pas aux coopérations. La formation est très disciplinaire. Il y a assez peu de thématiques transversales à la fois au moment du 2e cycle ou du 3e cycle des études de médecine. Et nous avons besoin aujourd'hui, pour que les professionnels coopèrent, qu'ils se connaissent. Et donc, cette transformation des études de médecine vise à renforcer les coopérations entre professionnels en proposant quelques modules communs, par exemple.
pourrait imaginer sur l'éthique, par exemple, l'éthique des prises en charge. C'est un exemple comme un autre. Mais en réalité, nous avons besoin de créer un peu de transversalité entre les professionnels pour qu'ils aient envie de travailler ensemble. Après, sur les ECN, je trouve que le concours tel qu'il était organisé ne favorisait pas la qualité. Quand on sait que les derniers du classement, qui pouvaient avoir 0 à l'ECN, se retrouvaient internes sur les territoires, et en général sur les territoires sous-dotés, où on a en plus des difficultés d'accès aux soins, je trouvais ça injuste pour ces territoires, et pas bien. En fait, on ne peut pas cautionner que des gens qui ont 0 à un examen classant puissent exercer la médecine. Donc, on a transformé cela par un examen qui ne sera pas classant, mais un examen où il faudra avoir la moyenne. Je pense que c'est tellement évident que je ne vois pas qui peut aller contre cette proposition, et auquel on ajoutera des épreuves plus cliniques, d'évaluation au cours des études, de la façon dont ces externes auront pris en charge les malades. Et donc ce sera un panel en fait de compétences qui vont être évaluées en fin des études médicales et qui vont permettre ensuite aux jeunes de s'inscrire dans un 3e cycle et de choisir leur spécialité. Tous les étudiants iront dans tous les milieux, c'est-à-dire à la fois dans le milieu libéral. Est-ce que ça va être une obligation ou Oui, pas, oui, puisque nous allons diversifier les lieux de formation, vous le savez. Nous souhaitons que les jeunes accèdent à d'autres exercices médicaux que le seul exercice hospitalier, qui représente la quasi-totalité de leur formation aujourd'hui. Donc, il faut qu'on trouve des lieux de stage. Il faut évidemment ne rien céder à la qualité de la formation. Donc, il faut évidemment des agréments pour ces lieux de stage, des professionnels formés à l'accompagnement des jeunes, mais il faut un exercice libéral, il faut le découvrir, il faut découvrir des maisons de santé, par exemple pluriprofessionnelles, il faut découvrir peut-être la médecine du travail ou la médecine scolaire pour avoir envie de connaître, ou la médecine en PMI, en protection maternelle et infantile. Donc tout ça va progressivement s'organiser, c'est déjà le cas, les doyens ont déjà diversifié, mais je compte aller plus loin pour que les jeunes aient envie de découvrir et s'autorisent à s'inscrire dans d'autres exercices que celui purement hospitalier. Alors, dernier chantier, c'est le numérique. Ça ne se résume pas seulement au DMP, non, même si aujourd'hui il y a eu une déclaration. Non, d'abord c'est une belle étape que nous avons franchie aujourd'hui. Aujourd'hui, je le rappelle, nous avons lancé le dossier médical partagé avec Nicolas Revel de l'assurance maladie. L'outil est bien plus abouti qu'il ne l'était il y a quelques années, il est accessible sur smartphone. Il y a un vrai changement de paradigme puisqu'il est la propriété quelque part des patients et des usagers, c'est eux qui l'ouvrent, c'est eux qui l'alimentent éventuellement. Ils peuvent l'alimenter en tous les cas autant que les médecins par des comptes rendus médicaux ou des comptes rendus de radio par exemple. Et c'est eux qui définissent les professionnels qui ont accès au DMP. Et donc c'est un outil qui est d'abord au service des patients, évidemment, mais qui va être un outil formidable de coopération entre les professionnels et de gain de temps, de gain d'efficacité, de gain d'efficacité, par exemple, quand on est aux urgences aujourd'hui et qu'on a perdu conscience, et pas qu'aux urgences d'ailleurs, les personnes âgées qui ont des pertes de mémoire, qui ne retrouvent pas leur traitement, qui changent de médecin parce qu'elles sont en voyage, tout cela crée des dysfonctionnements, crée des doublons d'examen, crée des pertes de chance, crée des risques. Et donc le DMP va être un outil au service des usagers, mais aussi au service de la bonne pratique médicale. Après, ça n'est pas l'unique brique. Nous voulons créer un espace numérique en santé où chaque citoyen aura en fait son espace numérique où il pourra avoir ses applications de suivi par exemple d'un programme de coaching ou d'accompagnement de la prévention, son dossier, son carnet de vaccination, son dossier médical partagé, ses directives anticipées. Voilà, un espace qui lui permettra peut-être de prendre des rendez-vous en ligne où il aura connaissance de tous les professionnels géolocalisés autour de lui. Voilà des outils modernes que l'on doit aujourd'hui à nos concitoyens. Cet espace numérique en santé, on va le créer pour 2022. Nous donnons 4 ans aujourd'hui pour le faire. Quid demain du statut du médecin? Faut-il le rénover? Alors,
Question très courte, c'est oui, non, ou peut-être joker. Il faut casser les murs. On va favoriser des exercices partagés entre la ville et l'hôpital. Ça, la réforme va le proposer, va simplifier en fait des contrats à temps partiel, des exercices mixtes libéral et dans des hôpitaux de proximité par exemple. Donc tout cela va permettre de décloisonner un peu. Je ne sais pas s'il faut changer le statut des médecins. Les médecins ont une place à part dans notre société. En réalité, les professionnels de santé en général, ils sont reconnus comme fiables par les Français. C'est une figure rassurante, la figure du professionnel. Le professionnel qui parle à son patient, il est entendu, il est écouté et il a un impact majeur. Il est vraiment, pour moi, un relais de confiance dans les politiques que je mène. Je dois dire par exemple que sur les politiques de prévention, quand une ministre parle de prévention, les Français ont un doute. Ils n'y croient pas, ils cherchent le complot, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors que quand un professionnel de santé s'engage et prône la prévention auprès de sa patientèle, il est écouté dans près de 80% des cas. Donc pour moi, je tiens vraiment à protéger quelque part cette aura qu'ont les professionnels de santé auprès des Français. Parce que c'est le seul moyen pour moi de mener une politique de santé efficace et cohérente. Merci Madame la Ministre de nous avoir permis de vous interroger. Merci de cette interview. Merci à vous, Monsieur Gassel.